Mesdames, Messieurs, bonjour. Très ravie de modérer cette table ronde qui va porter comme titre Maroc, économie en pleine croissance tournée vers l'Afrique. Donc, très heureuse d'appeler les intervenants, les éminents intervenants pour cette table ronde, des personnes inspirantes, surtout qui partagent cette ambition, cette envie de voir une Afrique prospère et unie. Donc j'appelle Madame Mounia Bousta, Monsieur Abd Chagal et Monsieur Hicham Bouskri. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette table ronde. L'objectif est de discuter la dynamique économique marocaine, cette économie tournée vers l'Afrique et pour l'Afrique, bien sûr. Donc, de son ancrage stratégique sur le continent africain et des perspectives de collaboration interrégionale. Donc, comme vous le savez toutes et tous, le Maroc a su se positionner en tant qu'acteur clé dans l'économie africaine, donc une économie de plus en plus intégrée sur le continent africain et une stratégie qui est tournée vers les secteurs d'avenir, l'énergie renouvelable, la chimie, l'industrie, les partenariats industriels et agricoles. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble et explorer un petit peu ces moteurs de croissance économique. On va parler de 4 piliers très importants. Donc le rôle de l'industrie stratégique telle que la chimie, la finance et l'agriculture dans le développement et la croissance du Maroc, l'intégration régionale du Maroc dans le marché africain et surtout son rôle très important en tant qu'exportateur de savoir-faire industriel, les opportunités d'investissement et l'intégration à travers les prismes des projets marocains et finalement la collaboration régionale et les partenariats inter-africains pour soutenir une croissance durable et inclusive. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction. Donc je donne la parole à Madame Mounia Bousta. Madame Mounia Bousta, ex-secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères. Elle est actuellement chargée de mission à l'OCP. Donc cette expérience lui a conféré une perspective très unique sur une diplomatie économique, sur l'engagement du Maroc dans le partenariat Sud-Sud, dans le partenariat stratégique en Afrique. Donc, Madame Mounia, plusieurs initiatives sont lancées. Donc, on parle de la sécurité alimentaire, on parle de l'approvisionnement énergétique et on parle aussi de cette coopération régionale. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de débattre de cette thématique combien importante et surtout d'être orienté solution. On se retrouve très bien dans ce schéma, étant ingénieur de formation, donc effectivement la solution est l'essentiel pour avancer, pour pouvoir prospérer. Et dans mon intervention, je vais essayer d'apporter un aspect qui est lié à un ensemble, un nexus qui me semble important pour faire valoir les solutions, notamment en Afrique. Il y a le volet vision, le volet leadership, innovation et investissement qui pour moi sont essentiels si on veut vraiment conduire les changements dont on a besoin au niveau du continent, si on veut engager les vraies transformations. Et en même temps, il va falloir, comme les défis sont multiples, cela a été dit au départ, il va falloir trouver des éléments catalyseurs et structurants pour faire ce changement. Et c'est pour ça qu'au-delà de la solution, il y a aussi la trajectoire à mener, comment implémenter cette solution, quel leadership a-t-on besoin pour justement que les choses se mettent en place. C'est un peu l'aspect que je souhaiterais souligner à travers 3 illustrations, donc pour pouvoir donner sens à ce que je souhaite partager avec vous. Première des choses pour moi, je vais commencer par 2 initiatives royales. Donc la première initiative, elle a été également soulignée par Monsieur le Président de l'Université, c'est l'initiative royale pour l'Afrique atlantique, qui a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du discours prononcé le 6 novembre 2023 à l'occasion de la 48e anniversaire de la Marche verte. Alors cette initiative, pour revenir à cette vision et le sens donné en termes
de partage et de développement, je vais juste mettre en exergue la dimension économique, parce qu'effectivement, elle a plusieurs dimensions, aussi bien sociales que politiques, mais moi je reste dans la thématique de notre table ronde qui est liée à la dimension économique. Et comme vous le savez, le bassin atlantique, c'est un espace très dynamique qui connaît un flux énorme en termes aussi bien commerciaux, digitaux qu'au niveau énergétique. Ce bassin donne aussi de grandes perspectives en termes de développement durable. On sait qu'au niveau de la façade, notamment sud, il y a un potentiel énorme en termes de production d'énergie renouvelable. Et donc c'est un bassin qui va jouer un rôle important en termes d'approvisionnement en énergie verte au niveau je dirais, à l'échelle mondiale. Également, nous avons les voies maritimes de l'Atlantique qui sont considérées parmi les plus fréquentées. Même sur un plan de sécurité, elles sont qualifiées des plus sûres. Mais il existe, il faut le reconnaître, des disparités entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud qui n'est pas suffisamment valorisée. Donc autant au niveau de l'hémisphère nord, on voit qu'il y a une évolution importante qui se fait, comme je disais, en termes d'échanges, de développement, autant au niveau de la rive sud, qui dispose aussi de beaucoup d'opportunités, il n'y a pas suffisamment de valorisation. Et donc c'est là, alors il y a aussi un autre aspect qui me semble important à souligner, c'est le fait que ce bassin joue un rôle central dans tout ce qui concerne les changements climatiques et météorologiques à l'échelle mondiale, en raison de son étendue et aussi de sa circulation océanique qui permet de la redistribution de la chaleur autour du globe grâce à son emplacement stratégique. Donc ce bassin, comme je disais, présente un grand potentiel. Et donc avant d'aller vers les solutions, je voudrais vraiment placer la vision par rapport à deux éléments. On peut avoir aussi bien une croissance bleue générée par toutes les ressources halieutiques dont dispose ce bassin, avec toutes les ressources, même minières, qui se trouvent au niveau marin, mais également tout ce qui est croissance verte. Comme je disais, ça peut créer des corridors verts en mettant en valeur la partie énergie verte. Et je pense que mon ami Hicham certainement abordera la question de l'énergie verte. Donc pour moi, cet espace dans sa globalité a un potentiel mais qui n'est pas valorisé. On ne le retrouve pas suffisamment explicite, en tout cas dans nos stratégies. Peut-être qu'il y a des projets par pays, mais cette vision globale intégrée qui pour moi est essentielle si on veut viabiliser des projets, si on veut vraiment créer le changement et la transformation. Et donc l'approche de l'initiative royale, elle se base justement sur cette approche multidimensionnelle et multisectorielle, également favorisant l'intégration régionale. Elle vise un ensemble de secteurs à développer dans le secteur énergétique, notamment le projet gazoduc Maroc-Nigeria dont je parlerai aussi, mais d'autres secteurs aussi qui sont liés à l'activité portuaire, l'activité halieutique et d'autres. Donc ça, c'est un projet aussi qui concerne 23 pays. Donc l'idée, globalement, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, à travers des initiatives communes, assurer un décalage économique commun, créer des zones de prospérité, de partage, basées sur du développement économique, parce qu'il y a également cette volonté d'avoir de la logistique développée, des zones industrielles, des opportunités d'emploi pour les pays, et en même temps d'ouvrir vers le Sahel, parce que, vous savez, ça a été également dans l'initiative de pouvoir donner une ouverture aux pays du Sahel, pour aider au développement, créer de la prospérité, de la stabilité. Et selon les données, on sait que 40% des pays qui sont dépourvus de littoral se trouvent dans des catégories moins avancées et qui sont surtout assujettis à de l'instabilité économique et politique. Donc, ouvrir des accès vers la mer, vers le bassin atlantique, développer des projets structurants et bénéfiques pour toute la région, mais également pour les pays qui en font. Donc ça, c'est une première illustration dans laquelle, comme je disais, il y a certainement de la vision du leadership à construire, mais il y a aussi comment trouver des solutions innovantes pour tirer profit de ce potentiel qui existe, qui n'est pas valorisé et qui peut être créateur de ressources positives pour les pays et la région. L'autre point qui je soulève également, qui est d'ordre énergétique, et on sait que dans la région aussi, l'Afrique de l'Ouest, on a moins de 50% de pays qui ont accès à l'électricité. Donc il y a encore une bonne partie, il y a des disparités également dans la région d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas accès à l'électricité, alors que c'est un élément essentiel pour le bien-être des populations, c'est un élément essentiel pour le développement.
Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce projet très ambitieux qui est porté par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui était aussi initié avec l'ex-président du Nigeria, M. Mohamedou Buhari, et qui aujourd'hui est soutenu par le président actuel, Bola Tinubu. Donc ce projet, au-delà d'un projet d'intérêt, on va dire, d'accès au gaz, c'est également une vision qui vise à fédérer, et toujours on s'inscrit dans cette dimension structurante, à fédérer 13 pays. Donc c'est un projet qui devrait connecter ou relier 13 pays, entre ceux qui produisent, qui ont aujourd'hui de la ressource, mais aussi ceux qui en ont besoin. C'est ça un petit peu toute l'ingénierie et l'intérêt et l'impact positif d'une telle initiative. Les analyses techniques sont très avancées. C'est un projet qui est porté du côté du Maroc par l'ONIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines, et qui est dans une phase très importante de discussion des accords intergouvernementaux qui devront générer cette relation. Mais pourquoi je donne cet exemple, c'est pour dire que même s'il y a des initiatives qui peuvent sembler présenter un ensemble d'enjeux, il est important de s'y inscrire justement pour multiplier les effets et créer plus de synergie et d'intégration entre les pays. Donc il y a la place à la coopération, et la place à l'investissement, parce qu'il va falloir aussi mobiliser des financements pour sa réalisation, mais également de trouver des solutions innovantes qui vont permettre à tous les pays de pouvoir tirer profit de cette dynamique et même créer des décollages économiques à leur niveau. Ma dernière illustration va être sur un projet qui est porté par le groupe OCP, l'Office Chérifia des Phosphates, en termes de sécurité alimentaire. Donc là encore, le groupe s'est investi il y a plusieurs années au niveau du continent africain en assurant un produit qui puisse permettre justement d'améliorer les rendements et d'améliorer la productivité du tissu agricole. On sait que l'Afrique, elle a environ 60% des terres arables non cultivées au monde. On voit un peu le potentiel existant. Et on sait également que plus de 60% de la population vit encore de l'agriculture, qui représente presque 30 à 40% du PIB global africain, et qui reste encore sous-exploité, avec une diversité géographique importante et même climatique, sur 24 millions de kilomètres carrés en Afrique. Donc ça montre toute la complexité à pouvoir générer des cultures profitables pour les pays. Et justement, c'est là où a émané l'idée de trouver des solutions. Alors les solutions, c'est comment? C'est un ensemble d'analyses de données qui portent sur le sol, le climat et les cultures qu'on souhaite développer. Et c'est avec un ensemble de données qui ont été collectées, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, qu'on est arrivé à trouver des produits, ce qu'on appelle les produits sur mesure, customisés, qui permettent aux pays et aux agriculteurs d'avoir des cultures, des fertilisants qui répondent à leurs besoins, tout en tenant compte des complexités climat, sol, type de culture dont on a vraiment besoin, et en respectant les exigences environnementales. Donc là, le groupe est déployé au niveau de près d'une douzaine, 12 pays africains, avec un ensemble de programmes qui sont mis en place justement pour répondre à ce besoin, avec un ensemble de données qui sont traitées. Il y a également de la formation, de l'accompagnement qui est assuré aux agriculteurs. Pratiquement depuis 2016 à 2023, plus de 3 millions d'agriculteurs ont bénéficié de ce type d'expérience. Et nous avons des témoignages très concrets sur ce que cela peut apporter en termes d'analyse de données, comme je disais, traitement et puis identification de la meilleure solution qui soit adaptée, comme on dit, la nutrition des plantes. On ne parle plus de fertilisants, mais de quoi a besoin la plante justement pour se développer et pour donner les meilleurs rendements. Et nous avons des témoignages, je disais, par exemple en Éthiopie, où les agriculteurs se sont rendus compte qu'ils achetaient un fertilisant sur le marché qui n'était pas du tout adapté et qui en même temps qui était plus cher et qui dégradait le sol. Donc là, avec ce genre d'analyse de données, de traitement, de compilation et également de la prospective, parce qu'il faut tenir compte aussi des évolutions des paramètres du climat, sol et autres, on est arrivé à aussi bien réduire le prix et améliorer la productivité. Voilà, donc c'est un petit peu quelques illustrations de ce qu'on peut faire ensemble. Mais comme je disais, il y a ce nexus qui est important de dire où est-ce qu'on veut aller ensemble, leadership qu'on doit mobiliser et l'innovation. Et bien sûr, on a besoin aussi d'investissement pour mettre en œuvre ces solutions. Merci beaucoup. Merci Madame Monia Augusta pour cette présentation éclairante
sur les initiatives structurantes du Maroc. Donc la vision de leadership qu'on souhaite, c'est une vision 360 qui prend en considération plusieurs projets structurants. On parle de la sécurité alimentaire, donc toute la partie de garantir une plus grande autonomie et résilience dans le système agricole. Le projet Gazoduc Maroc-Nigeria, donc pour tout l'approvisionnement en termes d'énergie. Et bien sûr, vous avez évoqué un petit peu l'initiative atlantique, donc cette recherche de renforcer la coopération économique régionale en connectant les pays riverains de l'Atlantique. Merci Madame Mounia pour cette présentation. Donc la locomotive de tout ça, je pense, c'est l'industrie. Donc pour avoir une vision plus prolongée de cette discussion, donc je passe à Monsieur Abd Chagal, président directeur général de Colorado et président de la Fédération de la chimie et parachimie, un acteur majeur dans l'industrie marocaine, qui a accumulé une expérience très importante, lui permettant bien sûr de mieux comprendre comment les industries marocaines se tournent vers l'internationalisation et comment ils peuvent contribuer à cette dynamique économique en expansion. Donc, Monsieur Chagal, deux questions. Je sais que vous êtes dans une initiative beaucoup plus directe. Donc, comment décrivez-vous l'état des lieux des relations entre l'industrie marocaine et les marchés africains? Et quelles sont vos ambitions futures sur le secteur marocain industriel pour soutenir cette croissance économique nationale et aussi pour renforcer les partenariats avec les pays africains? À vous la parole. Merci Lamia. Très heureux de répondre à cette invitation. J'ai répondu très rapidement et je peux vous avouer que je viens en découvreur, d'abord de l'événement et du sujet. Pour moi, ça a été très facile pour deux raisons. D'abord, le lieu et le sujet me parlent beaucoup. Le lieu, c'est l'école qui m'a formé il y a plus de 30 ans, je dirais. Et la solution, puisqu'on parle d'Afrique, notre continent naturellement. Maintenant, pour répondre à la question que tu poses, Dr Lamia. L'industrie, moi ce que j'ai envie de dire, donc Mounia a présenté pas mal de perspectives, d'ambitions sur l'Afrique dans le domaine qu'elle maîtrise. Moi j'ai envie de dire de l'industrie et dans l'export aussi, de la relation interafricaine, aujourd'hui c'est une réalité. J'ai envie de décrire cette réalité pour dire qu'on est déjà dans le monde des solutions. C'est ça qui est très important. Il y a eu, je dirais, cette initiative royale extraordinaire, je vais dire qu'il nous a fait révéler l'Afrique, grâce à plusieurs visites dans plusieurs pays africains, grâce à une orientation claire et nette pour priorité Afrique, et qui a, avec des visites royales, avec des hommes d'affaires, avec des centaines de conventions signées avec plusieurs pays africains, et qui a derrière, il y a eu un élan qui s'en est suivi, qui a permis à pas mal d'entreprises de découvrir notre continent en fait. Parce que jusqu'à il y a peut-être 15 ans, 20 ans, nous étions plutôt tournés vers le nord, l'Europe, parce que pour nous c'était le monde développé, l'Occident, et pendant les dernières années, l'Est, la Chine, qui s'est imposée comme un fournisseur, je dirais, de matières premières, mais aussi de solutions, qu'elle est toujours d'ailleurs. Et se tourner vers l'Afrique, donc il y a eu cette initiative royale, cet élan, avec pas mal de procédures. Je rappelle qu'il y a eu une grande initiative qui a été faite, concrétisée par le gouvernement il y a quelques années. Aujourd'hui, une entreprise marocaine qui veut investir en Afrique, elle peut le faire jusqu'à 100 millions de dirhams, quasiment sans autorisation. Dans le reste du monde, le plafond est de 50 millions de dirhams. Pour parler en devise peut-être étrangère, pour donner les chiffres à plusieurs personnes présentes ici, donc jusqu'à 10 millions pratiquement de dollars, une entreprise marocaine voulant investir dans n'importe quel pays d'Afrique peut le faire, il n'y a quasiment pas de formalité pour le faire. D'ailleurs, plusieurs le font. Plusieurs le font, je vais parler par rapport à des entreprises chimiques, puisque c'est le secteur que je connais le plus, mais quand même, il y a plusieurs entreprises qui ont réussi. Je peux citer des exemples éloquents. Bien sûr, bien avant, tout le monde connaît que grâce à la banque, l'assurance, les télécoms, on est déjà présent depuis longtemps dans plusieurs pays d'Afrique. 3 grandes banques marocaines, aujourd'hui, sont présentes dans une vingtaine de pays. Dans certains marchés, ils sont plus de 60% du marché. Les télécoms, aujourd'hui, via Maroc Télécom, on est présent dans une douzaine de pays. Et l'assurance, bien sûr, dans plusieurs pays. Et l'industrie, c'est ça la nouveauté. Pour l'industrie, c'est encore plus important. Le service est important d'industrie parce que l'industrie, vous la faites naturellement avec des gens locaux, du local, que vous formez. C'est un transfert de compétences automatique.
Et c'est une création de richesse qui reste locale d'abord, c'est très important. Et on peut citer plusieurs exemples. L'OCP d'ailleurs est un exemple très intéressant. Sur le Nigeria, sur l'Éthiopie, sur le Rwanda, et je sais qu'il y a d'autres ambitions ailleurs. L'exemple que disait Monia qui est très intéressant, l'Éthiopie, en général les engrais c'est le NPK, bah, étonnamment la terre éthiopienne est déjà riche en azote. Donc on n'avait pas besoin de rajouter un peu plus d'azote. C'est ça qui est extraordinaire. Il suffisait d'analyser la terre éthiopienne et se rendre compte qu'il y avait déjà de l'azote. Bah, on rajoute quoi? Le potassium et le reste, et là le phosphate naturellement. Et on a un engrais qui est adapté et qui est encore moins cher. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour revenir à l'industrie, on peut citer l'exemple de CIMAF, Ciment de l'Afrique. C'est une quinzaine de cimenteries aujourd'hui dans les pays africains qui ont été créées par le groupe Sofowi qui font rendre hommage en seulement 10 ans. C'est aussi une grande entreprise de la chimie qui s'appelle la SCE qui est en train d'investir pendant ce moment où je vous parle en Côte d'Ivoire pour lancer une entreprise chimique de synthèse. La synthèse, c'est un truc très évolué dans la chimie. La chimie, quand on fait de l'industrie, vous avez en général soit de la formulation, on va dire c'est une première étape dans le processus d'intégration. Une étape très évoluée, c'est la chimie de synthèse. Donc c'est aujourd'hui 2 entreprises le font, en cours maintenant. La SCE, donc c'est quelque chose de 150 millions de dirhams, et aussi le groupe Evios, qui est en train d'investir la même activité. Vous avez aussi Richemont de Lidl, Nexens, plusieurs entreprises industrielles, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Sénégal et dans d'autres cieux. Pour finir mon propos, je ne veux pas m'accaparer la parole parce que je peux parler longtemps, j'ai envie de dire, l'export, on fait aussi de l'export sur l'Afrique. On essaie de le faire différemment, et je vais essayer de parler d'entreprises que j'ai le plaisir de gérer. Nous exportons régulièrement, continuellement, sur une vingtaine de pays en Afrique. Ça va de l'Algérie, notre voisin de l'Est, qui est pour nous un marché très intéressant, qui reste toujours très intéressant. La Mauritanie au sud, mais surtout dans les pays subsahariens, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Conakry, où nous avons... Et on ne fait pas d'export, ça veut dire on ne fait pas une vente à un client et on s'arrête là. D'ailleurs, nous, on parle de partenaires en Afrique. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à là-bas, et avec eux, on essaie de développer la distribution, et on forme les peintres. On exige, par exemple, ces jours-ci, on est en train de faire une exportation sur le Burkina, avec un nouveau partenaire, on exige qu'après la première expédition, on va là-bas pour former des peintres locaux, sur comment mieux appliquer la peinture. Et la création d'une école de formation locale, avec un showroom local. Et quand on assiste dans des salons, par exemple, avec eux, c'est pas nous qui nous affichons, c'est avec eux. Et c'est dans une relation, c'est ça que j'ai envie de dire, l'Afrique, et surtout nos frères subsahariens, ils apprécient une relation de respect. Donc, on ne fait pas la relation avec un Africain comme on le fait avec un Japonais ou un Européen, pour ne pas citer un pays donné. Il faut la faire avec beaucoup de respect, il faut que l'intérêt soit réel dans une relation win-win. Je finis mon propos, mais j'ai envie quand même de donner un mot pour notre ambassadeur de Guinée est avec nous, c'est le pays hôte. Moi, j'étais dans une époque président de l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia, 13 000 ingénieurs, et comme disait le directeur Lémi, plus en société, dans pas mal de Guinéens. Et un grand lauréat, un grand monsieur que plusieurs connaissent, il est le directeur général de la société de chemin de fer de Guinée. Il est lauréat de l'école Mohammedia. Voilà aussi pour dire, il faut venir sur ce propos, les universités marocaines sont des solutions, puisque nous accueillons des milliers d'étudiants, que ce soit ici à l'Université Mohammed V, que ce soit à l'Université d'Oujda, que ce soit à l'MCSP où j'étais hier dans une conférence, africain, on les forme, et ça c'est des solutions, parce qu'il n'y a pas mieux que de former des talents et qui reviennent de leur pays pour pouvoir accompagner et aider leur pays. Merci. Merci, Monsieur Chaga. Ce que je retiens, c'est le fait de participer activement à la chaîne de valeur en Afrique, donc tout en développant des partenariats. Il faut aussi que je cite que à travers l'AIL, donc nous avons avec nous 2 past présidentes, Mme Monia Bousta et M. Abd Chaga, qui ont initié l'initiative Engineer for Africa en 2017. C'est une initiative qui a pour objectif de mobiliser les énergies des émistes. On disait à un moment donné pour un Maroc fort, mais ça a pris un élan beaucoup plus grand pour dire que mobiliser les énergies des émistes pour une Afrique forte. Donc on est parti à Abidjan avec des émistes
installés dans plusieurs pays en Afrique pour un petit peu mettre en pratique cette initiative Ingénieur for Africa. Donc cette discussion va nous conduire naturellement vers un sujet qui est aussi d'actualité, le sujet de l'énergie, avec notre invité, M. Hicham Bouzkri, donc directeur de la recherche et développement et de l'intégration industrielle chez Mazen. Donc, M. Bouzkri, il va nous éclairer sur toute la partie de la manière dont l'expérience du Maroc en matière de transition énergétique pourrait être partagée avec d'autres pays africains et dans quelle mesure cette croissance économique du Maroc peut-elle servir de locomotive de l'Afrique nord-ouest. Monsieur Hicham, à vous la parole. Merci beaucoup, Léna. Donc, je tiens aussi à mon tour à remercier les organisateurs pour cette opportunité de partager avec vous une expérience, un vécu. J'adore l'état d'esprit de l'événement lui-même, une Afrique des solutions, et je pense que de ce point de vue-là, le Maroc a une contribution à apporter. Alors, je suis effectivement du même avis qui a été présenté lors de l'introduction, de dire que l'Afrique aujourd'hui est dépeinte comme la source de beaucoup de problèmes, qui souffrent et qui bloquent un peu le développement, mais ce n'est pas toujours représentatif de ce que c'est que l'Afrique. Il faut savoir que des organisations internationales ont classé le Maroc dans le top 5 des pays qui investissent pour lutter contre le changement climatique. Donc l'organisation NGO allemande German Climate Watch sort tous les ans un Climate Change Performance Index qui montre dans quelle mesure est-ce que ces pays-là investissent pour rendre possible une transition énergétique juste, durable et fiable pour le pays. Et donc de ce point de vue-là, le Maroc est un exemple. Le Maroc partage avec les pays africains beaucoup de challenges. Nous avons une croissance de demande électrique de 4 à 5% tous les ans, ce qui veut dire qu'il faut pratiquement doubler la capacité installée électrique tous les 12 ans pour pouvoir subvenir aux besoins de ces pays africains. Le Maroc a réussi le challenge énorme qui est devant beaucoup de pays africains, qui est la généralisation de l'accès à l'électricité. Depuis 2010, pratiquement 99,9% des Marocains ont un accès à l'électricité stable, fiable. Nous avons également une ambition de faire cette généralisation d'accès à travers des énergies renouvelables qui sont abondantes sur le continent africain. Et le Maroc a réussi la difficile mission de transformer l'architecture institutionnelle. Nous avons réussi à avoir et à asseoir des institutions indépendantes telles que Mazen, qui est l'Agence marocaine pour les énergies renouvelables, mais aussi l'Agence nationale pour la réglementation de l'électricité, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Et pour des pays qui cherchent à s'asseoir dans une trajectoire je dirais, institutionnelle de transformation, il est important d'asseoir des institutions et de leur donner un mode de fonctionnement qui leur permet d'opérer. Et je pense que ça, c'est un chantier que le Maroc peut partager avec beaucoup de pays africains qui ne font qu'initier cette transformation. Alors les résultats sont là. Le Maroc est véritablement fier d'être présent sur la scène internationale en tant que réussite. Nous avons parmi les coûts de production de l'électricité renouvelable parmi les plus faibles du monde. Nous avons réussi à structurer des projets importants avec des bailleurs de fonds internationaux qui ont permis au Maroc d'augmenter la part d'électricité renouvelable dans son mix électrique à 52% de la capacité installée. J'étais très fier de voir que l'image de démarrage du Morocco Now, c'est effectivement la centrale Nour Ouarzazate qui est effectivement une fierté marocaine, mais aussi une fierté africaine. Et ça, c'est un point pour moi qui est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions dans des forums internationaux au niveau de la Banque mondiale, au niveau également de pays étrangers, mais la solution peut venir de l'Afrique, à la fois de manière institutionnelle et en termes de technologie et de compétences. Pratiquement la totalité des ingénieurs qui travaillent pour ces projets et ces centrales sont des ingénieurs marocains. Et donc, nous avons dans nos compétences ce qu'il faut pour qu'on trouve nos propres solutions. Nous n'avons pas besoin de les importer. Alors, ce chantier que le Maroc a démarré est un chantier qui est en cours d'expansion. Nous sommes en train de structurer la plus grande centrale du monde en termes de stockage d'énergie solaire plus batterie. Et dans son sillage, je rebondis un peu sur les propos de Siad Chakal, il y a tout un investissement industriel
qui permet à ces opportunités d'être créateurs de valeur ajoutée et d'emplois pérennes au Maroc et en Afrique. Et donc nous avons des investissements chinois, notamment sur les pales d'éoliennes sur le nord du Maroc. Nous avons des investissements sur les systèmes de batterie dans la région de Tanger. Et tout ce que nous faisons au Maroc a une visée et une ambition africaine. C'est-à-dire que aucun des pays africains, y compris le Maroc, ne peut représenter un marché suffisant pour amortir les investissements en R&D et en industrie qui vont être nécessaires à cette transition énergétique. Donc nous le faisons avec, je dirais, une complémentarité de vision qui avait été présentée par Madame Bousta tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une ambition à la fois économique, de solidarité et une agrégation d'un marché qui permet à ces investissements d'être pérennes. Le Maroc pousse très fort pour que la SDECA, la zone de libre-échange africaine, soit une réalité. Et sans ça, nous n'arriverons pas à avoir une transition énergétique qui bénéficie pleinement aux pays d'Afrique. Alors, les challenges restent très importants. Il y a une statistique qui m'a choqué, et je pense qu'on peut s'y attarder juste 1 ou 2 minutes. En 2010, les populations africaines qui n'ont pas accès à l'électricité représentaient 40% de la population globale mondiale qui n'ont pas accès à l'électricité. En 2023, nous représentons 80% des populations qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'en l'espace de 14 ans, pratiquement l'Asie a résolu ce problème, l'Afrique n'a pas avancé. Alors les crises de Covid, les guerres qui sont en cours géostratégiques n'ont pas aidé, nous sommes revenus pratiquement au niveau de 2019, mais nous avons des challenges qui aujourd'hui deviennent essentiellement africains. Et donc on a besoin de solutions africaines pour des problèmes africains. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé effectivement la thématique de la solution. L'autre challenge, c'est que le taux d'utilisation de l'énergie électrique en Afrique est parmi les plus faibles dans le monde. La moyenne globale est à peu près de 3000 kWh par an par personne. En Afrique, on est à 750. Alors il y a une corrélation très forte entre le niveau de développement et le taux d'utilisation de l'électricité. Il y a une très forte corrélation entre l'opportunité d'investissement industriel qui n'est pas réalisé et l'absence d'électricité dans ces pays-là. Donc nous avons effectivement des challenges qui sont à adresser, mais nous avons aussi des opportunités qui sont extraordinaires. Les ressources renouvelables, notamment solaires, éoliennes, géothermiques que nous avons en Afrique sont parmi les meilleures dans le monde. Donc nous avons la capacité de produire l'électricité la moins chère dans le monde, ce qui va résoudre à la fois un problème d'accès, mais aussi un problème de compétitivité, parce que l'électricité, c'est ce qui donne la compétitivité à l'industrie derrière. Sur les réalisations actuelles, donc le Bloomberg New Energy Finance a estimé à peu près à 15 milliards de dollars l'investissement en énergie renouvelable en Afrique. C'est même pas 2,5% de ce qui se fait dans le monde. Donc nous avons besoin, et c'est pour ça que je voudrais revenir à l'exemple marocain, une capacité institutionnelle à mobiliser des financements internationaux qui vont nous permettre de résoudre notre problématique africaine. Et de ce point de vue-là, le Maroc, je pense, a été pionnier et a une expérience à partager. Alors, je voudrais peut-être conclure sur un point qui est toujours dans cette dynamique de solution, c'est que cette transition énergétique ne doit pas être vue comme étant simplement une problématique d'accès à l'électricité. Elle doit être vue comme une opportunité de développement économique. Donc le Maroc est en train de mettre en place un certain nombre de chantiers. J'ai eu le plaisir de présider le conseil de surveillance des instituts de formation au métier d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, qui forment tous les ans 500 techniciens marocains dans les secteurs de l'éolien, du solaire et de l'efficacité énergétique. 3 instituts, un à Tanger, un à Oujda et un à Ouarzazate, avec des places qui ont été, je ne dirais pas réservées, mais prévues pour des partenaires africains, pour leur permettre, comme ce qui a été dit sur la formation des peintres sur le secteur, mais cette capacité à monter en compétences pour pouvoir accompagner cette transition énergétique, elle est fondamentale, et le Maroc met les investissements nécessaires pour sa propre économie, mais aussi pour ceux des pays africains. Nous avons également tous les investissements qui sont faits dans les secteurs industriels et grâce aux initiatives royales qui ont permis effectivement d'établir des partenariats économiques forts, notamment avec l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique de l'Est. Nous avons cette possibilité aussi d'agréger une certaine demande africaine qui permet d'être intéressant par rapport à des bailleurs de fonds et par rapport à des investisseurs étrangers qui vont permettre de créer des emplois. Donc, une dernière
initiative qui a fait beaucoup la presse, pour parler de presse et de presse de solutions, c'est la question de l'hydrogène vert, qui aujourd'hui est un sujet majeur pour l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Cette histoire d'hydrogène vert est un élément de transformation de nos économies. C'est ce qui permettra potentiellement au Maroc, qui a été importateur de ses besoins énergétiques pratiquement depuis l'indépendance, de devenir exportateur d'énergie renouvelable et d'exportateur d'énergie qui non seulement décarbone sur nos continents, mais aussi à travers le monde. Donc la solution, ou l'Afrique en tant que terre de solutions pour le monde, et pas simplement pour les problématiques africaines, c'est possible, et nous, le Maroc est en train d'œuvrer pour que ce soit une réalité. Merci, Monsieur Hicham. À vrai dire, je peux dire que la station Nour représente un modèle très inspirant pour les pays africains en termes de gestion de l'énergie. Donc, et pas que en termes de gestion d'énergie, il y a aussi la création de l'emploi et tout l'écosystème qui se développe autour de la station Nour et autour des différents projets en termes d'énergie renouvelable au Maroc. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, il y a une demande de précision de la part de M. Chaga. L'échange donne envie, donc je redonne la parole à M. Chaga. Non, ce n'est pas une précision, c'est juste un complément. Donc, j'ai envie quand même de souligner deux choses. D'abord, il y a une très belle initiative, il faut quand même la rappeler ici, puisqu'on parle de solutions africaines. C'est la mise en place de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, qui est quelque chose d'extraordinaire, une vraie prouesse. Parce que dans cette Afrique que tu décrivais, cher Hicham, où il y a malheureusement des conflits, où il y a des pays qui sont en guerre, etc., l'Union africaine a quand même pu transcender toutes ces difficultés et mettre en place cette zone africaine qui est aujourd'hui une réalité, qui se met en place. Il est déjà en place. Aujourd'hui, plus de 40 pays ont ratifié. Pas seulement ratifié, ils ont même se sont engagés pour la mise en œuvre dans le Maroc. Et donc ça permet quoi? Ça permet à ce que 90% au moins des importations qui sont faites par ces pays-là puissent se faire avec des partenaires africains, dans un commerce intra-africain, sans taux de douane dans un horizon de 5 ans à 10 ans maximum, parce qu'il y a deux pays, etc. Il faut savoir que le commerce intra-africain représente à peine 13% du continent. C'est-à-dire que l'Afrique achète 87% de ses besoins de l'étranger. Cela va permettre aux entreprises africaines de faire confiance entre elles-mêmes, que le commerce reste intra-africain. Donc c'est une belle initiative, j'ai quand même envie de la rappeler, et pour finir sur ce point-là, le 5 novembre à Casablanca, la SMEX, l'Association marocaine des exportateurs, organise un événement sur la ZLECAf. C'est très important, avec nous, tous nos partenaires africains. Donc il y a la commission ZLECAf qui est présente pour faire l'état des lieux. Et je peux vous dire que plusieurs pays dans le Maroc ont déjà fait des opérations pilotes cette année, pour des opérations contre des pays qui ont adhéré, qui ont ratifié, pour tester. Et aujourd'hui, la douane marocaine, quand vous voulez exporter vers des pays qui ont ratifié, vous avez un certificat d'origine qui est donné de manière électronique, qui vous permet de faire l'opération. Pour finir mon propos, j'ai écouté les discours de bienvenue, etc., que je trouvais très intéressants. Et cette initiative, d'ailleurs, qui est extraordinaire, que je découvre, et je salue l'initiative d'associer les médias pour parler de solutions africaines pour les Africains. Et si je peux me permettre de faire une proposition très modeste, c'est de dire peut-être créer un label qui soit porté par cette initiative de solutions en Afrique. Par exemple, on peut l'appeler Africa First, quelque chose comme ça, et on labellise les médias qui font plus d'efforts pour communiquer sur les solutions africaines. On peut labelliser aussi les entreprises qui privilégient le commerce intra-africain, ce genre de choses, et parfois aussi certaines personnalités très importantes. Ça peut être une initiative très importante, peut-être dans ces rencontres qui se font annuellement ou périodiquement, ce sera l'occasion de mettre en évidence les entreprises labellisées, les médias labellisés, pour donner envie, parce qu'on parle d'inspiration, aux autres de pouvoir suivre. Merci. Merci beaucoup. L'initiative est une belle démonstration de grandir ensemble. Donc en Afrique, on ne peut pas grandir tout seul. Donc c'est en fédérant les efforts qu'on peut grandir ensemble. Il n'y a que l'échange qui peut générer les solutions du moment qu'on est dans le Forum Afrique des solutions. Donc j'ouvre la parole à la salle pour des échanges. Oui. Micro, s'il vous plaît.
Merci Madame la Présidente, bonjour. Alors j'aimerais tout d'abord saluer l'organisation d'un événement si important et combien d'actualité. J'aimerais également remercier les intervenants pour leur communication riche en enseignements et j'aimerais profiter de cette occasion pour lancer un appel. C'est celui d'intégrer dans les programmes de l'Afrique des solutions le domaine des sciences et technologies de l'océan. Car on ne peut pas l'oublier, l'Afrique c'est une île géante qui est entourée de plusieurs espaces océaniques et on connaît aujourd'hui les défis et les enjeux qui se posent aussi bien au niveau du climat que des risques côtiers, et vous en avez déjà parlé au début. Et il y a toutes les initiatives royales dont Monsieur le Président a parlé, et aussi Madame Boustin, et je voudrais ajouter que ces initiatives s'appuient en particulier sur deux grands piliers, celui de l'économie bleue et celui du développement durable. Donc, il nécessite une connaissance du fonctionnement des écosystèmes, une restauration de ceux qui sont dégradés, une dépollution, etc. Et là, il faut encourager l'innovation et la technologie dans ce domaine. Ensuite, il y a la décennie des sciences océaniques. Son Altesse Royale, la princesse Lassna, est la marraine de l'alliance de cette décennie. Et l'Afrique a une feuille de route aujourd'hui. Elle a établi, qui a été lancée il y a 1 an, pour la décennie des sciences océaniques. Et last but not least, il y a l'accélération de l'ODD 14. Donc, il faut encourager le développement de l'innovation et des technologies liées au secteur maritime. Par exemple, à l'université Mohamed V, que je connais le mieux, il y a un centre d'entrepreneuriat, il y a un centre d'innovation, il y a plusieurs clubs de robotique et d'Enactus qui sont de véritables viviers de projets et d'innovation. Donc, il faut encourager ces jeunes et leurs responsables à aussi s'orienter vers les secteurs maritimes, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Micro, s'il vous plaît. C'est Belgendouz Al-Krim, c'est professeur à la faculté de droit et sciences économiques de Rabat. Je salue l'organisation de cette rencontre. Je voudrais simplement lancer 2 messages. Le premier consiste à, lorsqu'on parle des solutions, de temps en temps, il faut parler des problèmes auxquels on essaie de trouver des solutions. Parce que parler simplement des solutions comme ça, ce n'est pas objectif. Et le fait de soulever les entraves ou les défis qui peuvent se poser, ce n'est pas donner un récit, ce n'est pas faire un récit négatif. Alors, sur ce plan, je voudrais mettre 2 points. Le premier, nous sommes à l'école Mohammedia d'ingénieurs. Ça me rappelle l'organisation d'une rencontre il y a 30 ans, enfin même 35 ans. C'était comment faire pour associer les compétences marocaines à l'étranger au développement du Maroc. Bon, ça fait 35 ans. Hein. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate essentiellement l'exportation des cadres. On encourage les départs. On aimerait bien savoir à l'école Mohammedia d'ingénieurs, ils ont certainement établi des statistiques, combien d'ingénieurs qui sont formés dans toutes les disciplines, ingénieurs de haut niveau, et qui nécessitent un coût énorme, vont à l'étranger. Et on continue. Lorsque, au niveau gouvernemental, on pose la question du départ des ingénieurs, des médecins, on nous dit la solution consiste à former plus. C'est une fausse solution. Vous formez plus, mais c'est toujours vous faites partir les cadres. Le deuxième élément que je voulais invoquer, c'était le fait qu'au niveau du Maroc, et notamment
Je pense que c'est un aspect qui est lié à cette problématique, avec le roi Mohamed VI a été nommé par ses pairs au niveau de l'Union africaine champion, leader de la question migratoire dans le cadre de l'Union africaine. Et une des idées maîtresses de l'agenda africain de la migration qui a été lancée, ça a été la proposition d'instituer un observatoire africain des migrations à Rabat. Le Maroc a fait l'effort nécessaire, il a activé l'organisation, trouvé un immeuble, etc., etc. Malheureusement, cet observatoire n'est pas réellement fonctionnel. Ce n'est pas la faute du Maroc, c'est la faute de l'Union africaine. Et donc là, à l'heure actuelle, cette émigration qui part, et notamment des cadres, c'est une solution pour l'Europe, c'est une solution pour l'Amérique du Nord, mais ce n'est pas une véritable solution pour un pays comme le Maroc. C'est la raison pour laquelle je pense que ces aspects-là méritent un peu d'être discutés, aussi bien ici que quand... Et deuxièmement, je m'excuse, certainement des efforts ont été faits, mais cette rencontre, elle est placée sous médias et solutions. Où sont les médias? Est-ce qu'on a associé les médias? Pas simplement pour l'ouverture, ils viennent, mais il y a des associations de journalistes. On ne les a pas invités. Et c'est la raison pour laquelle, au moins, je pense que, voilà, il faut que ça corresponde un petit peu... Merci beaucoup. Voilà. Et dernier élément, je m'excuse, une des oratrices s'est adressée en saluant la présence de Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le ministre, il n'est pas là. Donc, pourquoi dire Monsieur le ministre, pour qu'après, je ne sais pas, bon, dans ce qu'on va diffuser à l'extérieur, les gens ils vont voir... Ah, merci beaucoup. Non, donc voilà. Merci. C'est des choses... Donc, on demande le micro ici, s'il vous plaît. Une dernière intervention avec M. Mahmoudi. Pourquoi j'ai décidé de prendre la parole? Parce que moi aussi je suis à Laurier de Limy, promotion 82. Donc ça ne me rajeunit pas. Mais je tenais à prendre la parole tout d'abord pour remercier l'association des écoles, des lauréats de l'école d'ingénieurs. Parce que dès que j'ai pris mon téléphone, et je les ai contactés pour qu'ils puissent animer avec nous cette table ronde, ils ont systématiquement dit oui, malgré tous les engagements qu'ils ont. Je tiens à les remercier et à remercier tous les intervenants, notamment Mme Mounia Bousta, mon ami Chaga et Sibouska. Donc voilà, je tenais à... C'est grâce à eux qu'on a pu faire cette table ronde sur la semaine africaine des solutions. Deuxième, mon intervention, c'est la déformation professionnelle. Et ma question va être... je l'ai posée pour mon cher ami Ouskri, parce qu'on a parlé de l'hydrogène vert. Pourquoi l'hydrogène vert? Mais malheureusement, pour avoir l'hydrogène vert, il faut utiliser les autres sources d'énergie. Parce que l'énergie électrique n'est pas une énergie stockable. Et bien sûr, la solution de passer, parce qu'il faut avoir de l'énergie électrique pour stocker l'énergie verte, mais on peut faire les efforts parce que ça résout un problème, le problème climatique et d'émissions de CO2. On peut se permettre, même si on perd en rentabilité, d'aller sur ça. Donc ça, c'est ma première question. Quel est le pourcentage d'énergie qu'on perd si on utilise juste, c'est-à-dire pour produire l'énergie verte et pour le stocker? Deuxième question, elle est en relation avec la question de madame. C'est vrai que l'énergie maritime, il faut qu'on se positionne aussi. Surtout qu'au niveau du Maroc, il y a l'Atlantique, il y a la Méditerranée. Et je vous remercie de poser cette question-là. Il est temps de réfléchir.
Ma dernière intervention, c'est qu'en tant que directeur de l'IMI, c'est vrai que j'ai été dans la Réunion il y a 35 ans. Je venais de sortir d'école Mohamed d'ingénieur, j'étais prof ici. Mais je crois que la diaspora marocaine sont des ambassadeurs. Et je suis sûr et certain qu'il y a une grande partie qui revient au pays pour investir. Ça, c'est une chose importante. Et c'est vrai que, il faut dire à un certain moment, on était limité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très bons. Il y a les excellents, il y a les très bons, il y a les bons. Si j'arrive à avoir les bons et les très bons et les excellents, si les excellents partent, il reste les très bons et les bons, et qui peuvent faire l'affaire et peuvent même évoluer. Et les excellents vont revenir pour investir au Maroc. Ils seront les meilleurs ambassadeurs du Maroc à l'étranger. Donc voilà ma question. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hassan Benzine, je suis président fondateur de l'ONG internationale World and Africa for Investment and Development fondée à Strasbourg et membre de ce comité d'organisation de la SAS. Merci à toutes ces personnes, notamment qui ont fait le déplacement et déjà cette belle image, notamment déjà un succès. Juste pour répondre à notamment l'intervention de monsieur qui m'a précédé, pour nuancer un peu peut-être positivement vers quoi l'Afrique s'oriente, les visions notamment de quelqu'un que je représente, parce que je représente la diaspora, j'allais dire même marocaine, mais plutôt plus largement africaine dans sa diversité la plus large. Soit le Maroc est devenu notamment, grâce notamment à des écoles prestigieuses, notamment telles que notamment l'école Mohammedia des ingénieurs, et on forme beaucoup d'ingénieurs, et on est fiers de pouvoir exporter notamment nos compétences, notamment à l'étranger. Ceci étant, on constate depuis quelques années vraiment une volonté, notamment de la diaspora africaine au sens large, marocaine en particulier, qui veulent notamment venir profiter notamment des potentialités de l'Afrique, ce beau continent d'1,4 milliard d'habitants qui regorge non seulement notamment de richesses extraordinaires, mais surtout aux 35% de la jeunesse mondiale, ils seront africains d'ici 2050. Donc c'est eux qui feront ou feront pas l'Afrique de demain. Je me réfère juste pour conclure des discours de Sa Majesté, c'est-à-dire devant le Parlement du 14 octobre 2022, où il a insisté notamment sur l'importance des énergies rares et c'est-à-dire le modèle de développement du Maroc, son rapport général qui a été présenté à Sa Majesté en 2021 et qui a été le fruit direct notamment des Marocains partout dans le monde d'une manière participative et inclusive pour tracer notamment la feuille de route pour le Maroc d'ici 2035. Donc il y a des choses intéressantes qu'on est en train de voir. Ici, je finis par rapport aux médias. Bien évidemment, nous sommes totalement en phase que les médias doivent jouer leur rôle d'éclaireur pour valoriser notamment ces initiateurs, notamment de solutions concrètes, innovantes, etc. et mettre en place une vraie interface commune entre notamment les entreprises, les sociétés civiles, etc., et bien évidemment les écoles de formation qui forment les compétences de l'Afrique, de Maroc d'aujourd'hui et de demain, et de l'Afrique, c'est-à-dire d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Madame, s'il vous plaît, micro. Bonjour, je présente Tourias Berry, président directeur général de la société CERP Recyclage. Je suis chef d'entreprise dans le domaine de la gestion des déchets. Et après 45 ans de vie en France, je suis rentrée dans mon pays, avant qu'on me l'ait demandé, mais je suis rentrée. Alors, juste une petite parenthèse pour répondre au monsieur, c'est pas grave que les nouveaux partent. Ils vont prendre plus d'expérience pour revenir. Les anciens, ils sont en train de rentrer et nous rentrons à travers la CGM, la 13e région qui est gérée par notre président, M. Armor, et Fatima Bouslema qui est là, et qui est vice-président, et nous sommes très nombreuses en tant que femmes et hommes marocains résidant à l'étranger. Et en parlant de l'Afrique, je dirais qu'il faut que chaque pays fasse une 13e région pour permettre à ses enfants de rentrer et à trouver des solutions.
Ça, c'est la petite parenthèse. En tant que chef d'entreprise et présidente de la Fédération du secteur de la gestion des déchets, je voudrais aussi me poser une petite question. Notre continent est un continent de jeunes, est un continent dans lequel il ne faut pas se leurrer, se casser la face. Il y a de la pauvreté, il y a de la saleté, mais il y a aussi de l'intelligence. Pourquoi ne pas créer un label, une solution qui va permettre à cette Afrique de garder ces jeunes, de leur trouver un emploi, pas forcément qu'ils soient ingénieurs ou pas, c'est pas la peine, parce que le métier de la gestion des déchets est un métier de terrain. Pourquoi pas faire des actions de terrain, déplacer nos compétences. L'Afrique a des compétences, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, on sait traiter les déchets, on peut les accompagner, on peut leur donner des solutions innovantes qui existent au Maroc ou qui existent aussi ailleurs en Afrique et développer notre continent. Parce que nous seuls connaissons notre continent, parce que nous sommes, nous, des vrais Africains. Et il n'y a personne d'autre qui pourra parler pour nous. Et on pourra aussi parler pour ceux qui n'ont pas la chance, ce que j'appelle moi, des fois au Maroc, pour les chineurs, les sans-voix, on peut porter leur voix, et ces femmes qui sont dans les comtés et qui n'ont pas de solution, on peut leur trouver des solutions de recyclage, et des solutions de tri, des solutions de valorisation de déchets, et qui peuvent aussi leur apporter un gain de pain. Et merci, excusez-moi. Merci beaucoup. Deux dernières interventions avant de passer la parole aux intervenants. Ici, s'il vous plaît. Merci. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à cet important événement. Je m'appelle Abdelaziz Tarji, je suis industriel depuis 50 ans dans le domaine électrique, des énergies renouvelables également. Alors, les solutions, il y a des solutions en Afrique. Le problème, c'est qu'on ne facilite pas la tâche à ces solutions. Et je m'explique. Aujourd'hui, moi j'ai commencé il y a 50 ans, j'ai développé mon entreprise. Au départ, on ne pouvait pas exporter, pratiquement les frontières étaient fermées. On n'avait pas de protection au Maroc. Il y avait la protection pour le textile et pour quelques industries, mais l'industrie électrique, il n'y avait pas de protection. Donc on était obligé de naviguer dans tout ça. Alors quand on a commencé à exporter, j'exporte aujourd'hui dans 18 pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et même jusqu'en Afrique de l'Est. Mais on est dans la jungle. Il n'y a aucune protection en Afrique. Il y a le monde entier qui est aujourd'hui en Afrique. Il y a la Chine, l'Inde, la Turquie. Et les prix, il faut être compétitif pour pouvoir exporter. Et vous connaissez la productivité au Maroc et les problèmes que nous rencontrons au Maroc. Donc, moi, ce que je suggère, la SLECAF est là, c'est vrai, mais elle va doucement. Abd a bien dit que ça sera dans 10 ans. Donc, il faut militer pour qu'il y ait une protection africaine, pour les solutions africaines. S'il y a la SLECAF, s'il n'y a pas de protection, aujourd'hui, les solutions africaines n'iront pas très loin. Quand on est en face d'un Chinois ou d'un Hindou ou même d'un Turc, je ne parle pas des Européens, on arrive à s'en sortir. Moi, j'arrive à m'en sortir un petit peu dans ce domaine. Mais il y a des solutions qu'il y a, parce que ça fait 50 ans que j'essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, je suis en train d'installer une très grande usine avec les dernières technologies. Donc, il faut trouver des solutions. Pour ce qui est des ingénieurs marocains, c'est vrai, on a des difficultés de trouver des compétences. Et quand il y a des compétences qui restent au Maroc, on se les arrache et ça devient très cher. Donc, nous avons besoin de compétences. Il faut les diriger vers les entreprises marocaines. Il faut peut-être même travailler avec les entreprises marocaines, avec les industries marocaines, avant leur sortie, pour pouvoir les intégrer le plus tôt possible. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
Micro pour la dame derrière, s'il vous plaît. Dernière temps. Ah, je vois beaucoup de mains qui se lèvent pour la dame. L'envie d'intervenir est très grande, mais je pense que c'est l'envie d'intervenir qui va nous pousser à concrétiser pas mal de solutions, à savoir l'université libre, à savoir le label, pour créer des espaces, des échanges. Donc la dernière intervention, madame. Bonjour tout le monde, merci pour votre invitation, merci pour les intervenants. Je suis madame Boualbid, je suis entrepreneuse, je fais partie d'un réseau des femmes entrepreneurs chefs d'entreprise au Maroc. On est très intéressé par l'exportation vers les pays africains. D'ailleurs, c'est un marché qui est vierge. On aimerait bien, enfin c'est une demande, il faut par exemple faire des formations sur ou bien une plateforme qui va banaliser un petit peu les procédures d'exportation, qui va nous accompagner dans les différents secteurs, les différentes femmes entrepreneurs qui veulent exporter vers l'Afrique et vice-versa. Aussi, il faut, pour les accords commerciaux et tarifs, il faut nous faire une formation, c'est une demande, une banalisation du côté de la douane, c'est très important. Aussi, l'analyse des marchés africains, parce qu'on ne connaît pas un petit peu les marchés africains tous, et tous les différents secteurs. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire entre le Maroc et les pays africains, entre autres les femmes entrepreneurs africaines. Et merci. Merci beaucoup à l'audience. Donc, je passe le micro à M. Chagall. Donc, je crois que merci pour les interventions. En tout, il y avait deux questions. Il y avait pas mal d'interventions, je dirais. Il y a une question qui est adressée à Seychelles par M. Mahmoudi qui est parti. Madame, je vous réponds tout de suite rapidement en deux choses. D'abord, il ne faut pas se leurrer. L'Afrique n'est pas vierge. Targé vient de le dire. Vous partez en Afrique, il y a de la concurrence, parce que tout le monde parle d'Afrique. Nous, on parle d'Afrique grâce à Sa Majesté, j'ai dit au début, qui nous a fait rêver l'Afrique, parce que nous, on ne regardait pas du côté du sud. Et quand on est parti, on trouvait qu'il y avait les Chinois qui étaient là déjà, les Indiens qui étaient là, les Turcs, etc. Non, il y a une vraie concurrence, donc il faut même... Et vous avez raison de poser des questions. Il faut de la formation pour les primo-exportateurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Et il faut connaître les marchés, il faut connaître ses concurrents aussi, il faut bien sûr connaître les procédures, qu'on l'avait très bien dit, etc. Pour vous répondre rapidement, je vous conseille de contacter l'Association marocaine des exportateurs, l'ASMEX.ma. Ils font un travail formidable pour accompagner les primo-exportateurs. On a une plateforme qui s'appelle e-export.ma qui permet aux primo-exportateurs d'exposer leurs produits. Et donc, on peut accéder donc, en plusieurs langues et on peut vous mettre en relation avec des clients potentiels sur l'Afrique. Le ministère, je ne suis pas un ministère, mais je vous le dis quand même, je partage avec vous. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a mis en place un programme qui s'appelle Go-to-Market, avec une partie pour les primo-exportateurs. Donc le ministère vous accompagne sur 2 années. Donc, je crois qu'il y a un appel qui est en cours. Donc l'année dernière, ils ont accompagné une centaine de primo-exportateurs, c'est-à-dire pas les exportateurs confirmés, pour justement faire de la prospection en Afrique, pour assister à des salons, etc. Donc ça, il faut contacter le ministère, le mic.gov.ma. Mais je vous conseille de contacter l'ASMEX, vous aurez beaucoup de réponses. L'ASMEX a une académie qui est très active, une des meilleures qui existent, qui font des formations quasiment tous les mois. Par exemple, il y a une formation prochaine, je crois la semaine prochaine, sur le commerce triangulaire par exemple, ou sur les modalités. Donc vous, là-bas, vous trouverez la formation qui va vous aider, vous et vos collègues. Merci. Oui, bon, très brièvement sur la question de l'hydrogène vert, je vais peut-être la généraliser à une question qui est plus fondamentale, qui est posée dans beaucoup de forums internationaux, qui est: est-ce que l'Afrique est en position d'exporter de l'énergie verte sous forme d'hydrogène vert ou autre, alors qu'elle-même, elle a des besoins d'électrification interne? Et je pense que ce qu'il faut comprendre fondamentalement pour des pays comme le Maroc, c'est que le potentiel d'export d'énergie renouvelable dépasse très très largement les besoins, non seulement internes. Nous n'avons pas eu le temps de le mentionner, mais le Maroc est en train, au même titre de l'investissement sur le port d'Atlantique pour relier les pays qui sont cloisonnés vers l'Atlantique,
mais nous sommes aussi en train de construire des liens de haute tension vers la Mauritanie et vers l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir avoir une mise en commun d'infrastructures pour l'accès à l'électricité. Donc, il faut mener les chantiers en parallèle. Les taux d'utilisation de l'énergie renouvelable pour faire de l'hydrogène vert sont importants. 70-80% du prix de l'hydrogène vert, c'est le prix de l'électricité verte. Nous avons au Maroc et dans quelques autres pays africains le potentiel de production d'hydrogène vert compétitif le plus important. Nous sommes juste en concurrence avec le Chili et l'Australie. À ce titre-là, je pense qu'il y a, c'est un très grand chantier, je ne pourrais pas rentrer trop dans le détail, notamment il y a le chantier du dessalement d'eau de mer qui est nécessaire pour l'hydrogène vert, mais qui va desservir aussi les communautés locales. On pourrait animer toute une journée de séminaire sur l'hydrogène vert, donc je vais peut-être m'arrêter là sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc on clôture cette table ronde avec le mot de Madame Mounia. Oui, merci beaucoup. En tout cas, ça a été une séance très riche en termes de débat et d'échanges. Donc je réitère mes félicitations aux organisateurs. Et peut-être je vais revenir sur un point essentiel qui, au fait, a été dit par l'ensemble des intervenants, c'est l'importance des talents. L'importance des talents africains qui sont, en fait, les porteurs de solutions africaines. Et le fait d'initier ce genre de plateforme est une excellente idée parce que ça permet de rapprocher les points de vue. On a l'impression que l'Afrique, c'est un ensemble unique, mais au fait, il y a beaucoup de diversité et de richesse. Et donc, c'est en créant des plateformes d'échange, en essayant de mettre en exergue les solutions que nous avons, apprendre les uns des autres, c'est très important aussi, nous permettra d'avancer, nous permettra aussi de capter les meilleures idées. Donc, je salue toutes les initiatives qui peuvent encourager ce genre de plateforme et les multiplier davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Mounia. Il n'y a pas de mot à ajouter que cette solution, cette conclusion et solution en même temps. Merci à l'audience, merci à nos intervenants. Et je vous laisse avec la deuxième table. Merci.